14 avril 1964, devant les caméras et le gratin politique réunis dans la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale d'Abidjan, le président Félix Houphouët-Boigny annonce que le premier président de la Cour suprême, Ernest Boka, s'est pendu à la prison d'Assabou 4 jours après son arrestation. Il brandit alors un manuscrit présenté comme le testament politique du défunt. Aveu d'ambition démesurée, maraboutage, complot et fétiche destinés à l'empoisonner. La démonstration est spectaculaire. L'affaire semble close. Pourtant, 60 ans plus tard, les incohérences restent flagrantes. Les conditions d'arrestation, de détention et même d'enterrement, tout inspire encore le doute dans les esprits. Pour comprendre le drame, il faut d'abord retracer la trajectoire fulgurante d'un enfant du Grand Mourier. Né en 1928 à Azaguié, Boka fréquente l'école de Benjerville puis est admis en 1945 au concours d'entrée à l'école normale du Soudan français, d'où il sort major de sa promotion. Il partira ensuite pour l'Hexagone où il étudiera à la faculté de Grenoble avant d'être recruté par le ministre des colonies de l'AOF de l'époque, un certain François Mitterrand. Ministre de l'Éducation, puis de la fonction publique, il accède en 1961 à la tête de la Cour suprême. À 33 ans, Ernest Boka devient le 4e personnage de l'État. Aux yeux des citoyens du jeune pays, il incarne la brillante génération des élites ivoiriennes, celle de l'aventure 46, cette génération aux manettes de la construction de l'État-nation. Mais l'étoile monte vite, trop vite peut-être, sous un ciel politique où la loyauté se mesure à chaque soupir, à chaque hésitation. Janvier 1963, le pays se réveille au son de la rumeur. Des dizaines d'intellectuels auraient été arrêtés, suspectés d'un complot contre le père de la nation. Un nouveau complot, celui des jeunes, seulement 3 ans après celui du chat noir. Il faut dire qu'au sommet de l'État, la peur de la subversion plane depuis quelque temps, installant de fait une paranoïa exacerbée dans la tête du président Félix Houphouët-Boigny. Boka démissionne de la Cour suprême cette année 63. Pour quelles raisons? Plusieurs versions s'affrontent. Certains affirment qu'ayant été soupçonné de faire partie du complot, il avait été sommé de rendre le tablier. Un autre son de cloche affirme au contraire qu'il démissionne de la Cour suprême pour protester contre l'arbitraire des arrestations, refusant au passage de juger ses amis dont Charles Boza Dongwayi, Jean Konan Bani et Samba Diarra. Une seule certitude, Boka part sans être incarcéré et reprend un poste de diplomate à l'ONU. Officiellement, rien à signaler. Officieusement, la confiance est brisée. Entre fidélité à ses amis et prudence à ne pas susciter le courroux d'Oufoué, l'ancien magistrat se sait désormais sur une ligne de crête. Le 2 avril 1964, un an après le supposé complot du chat noir ayant conduit à la démission d'Ernest Boka, ce dernier revient d'un voyage à l'extérieur du pays. Sur le tarmac, il est arrêté dès sa sortie de l'avion. Pour cause, des filtres et autres fétiches auraient été retrouvés dans les affaires de l'éminent juriste. C'est la stupeur dans le monde politique de la jeune République. L'accusé, lui, après un bref passage dans les geôles de la présidence, est transféré à la prison d'Assabou, près de Yamoussoukro, sans autre forme de procès. La suite de l'histoire, quant à elle, est teintée de mystère. Samba Diarra, dans son livre « Les faux complots d'Houphouët-Boigny », revient sur cette séquence. Le 5 avril 1964, pendant que le crépuscule descend sur la prison d'Assabou,
envoie Ernest Boca, à pas lourd et compté, franchir la cour centrale en direction des cachots, accompagné de Michel Picard. L'émoi est grand parmi les prisonniers. D'abord à cause de la personnalité du nouveau pensionnaire, jeune et brillant universitaire, apprécié de tous pour s'être révélé un grand commis de l'État en tant que ministre et surtout président de la Cour suprême. Ensuite, son incarcération semble indiquer que les arrestations, après un temps d'accalmie, ont repris. Pendant une bonne partie de la nuit du 5 au 6 avril, les prisonniers perçoivent des bruits sourds, semblables à ceux qu'auraient fait des coups donnés dans un mur, provenant du côté des cachots où n'est enfermé que le nouveau pensionnaire. Ces bruits cessent quelque temps avant le jour. Le 6, très tôt le matin, une agitation inhabituelle secoue la partie administrative de la prison. Le médecin-chef de Yamoussoukro, un Français, le docteur Bandelier, est conduit au cachot. Il ressort de là après quelques minutes, manifestement assommé. Samba Ambroise Koné l'y a précédé quelque temps avant. Les prisonniers observent que ce dernier, sur le seuil de la porte des cachots, se décoiffe, se signe et s'incline avant d'entrer. Tout indique que l'ancien président de la Cour suprême est mort au cours de la nuit. Les geôliers murmurent qu'en haut lieu, on parle de suicide. Le suicide, donc comme version officielle. Ernest Boca aurait été retrouvé pendu, dit-on, au robinet de sa douche, son pantalon de pyjama noué autour du cou. Mais pas grand monde n'y croit à cette version. Le doute s'installe et avec lui, un début d'opprobre pour le gouvernement en place. Houphouët-Boigny n'a plus d'autre choix que de prendre la parole. Une semaine après les faits, devant diplomates étrangers, agences de presse et chefs religieux. Salle des pas perdus de l'Assemblée nationale. Le président confirme le suicide et précise certains détails. Avant de se suicider, Ernest Boca serait passé aux aveux. Des feuillets brandis là aux yeux de tous et publiés dans la foulée dans les quotidiens de l'époque. Boca s'y avoue ambitieux, voleur et confesse avoir voulu éliminer le chef de l'État à l'aide de filtres mortels fournis par un marabout. Pour un occidental, cela paraît enfantin, assène-t-il, mais nous sommes au cœur d'un grand drame. La mise en scène est puissante. La presse internationale relaie le récit. Mais la démonstration d'Houphouët-Boigny n'a pas fait taire la controverse. Bien au contraire, car très vite, des voix discordantes émergent. Depuis Paris, le professeur Georges Lavaux, directeur de thèse de Boca, s'étonne. Son ancien élève, équilibré, rieur, courageux, se serait-il réellement donné la mort? D'autres versions aussi, certaines vraisemblables, d'autres plus fantasques, s'opposent au récit. La première, celle du Parti révolutionnaire ivoirien, un parti politique clandestin. Selon eux, Boca n'est pas mort dans une cellule de la prison d'Assabou. Son corps y a été déposé pour satisfaire la version officielle. La seconde version va dans le sens de la première. Samba Diarra l'évoque dans son livre. Il en ressort qu'Houphouët-Boigny lui aurait dicté sa confession le 4 avril et réclamé des détails le lendemain 5 avril. Mais Boca se serait rebellé et aurait craché à la figure du président de la République qui aurait alors ordonné « Bekkouni » en baoulé, ce qui signifie « tuez-le ». Au cours de la bastonnade qui suivit cet ordre, Boca s'en serait pris à Samba Ambroise Koné, membre de l'équipe de bastonnade, et lui aurait fracturé le bras avec une prise de judo. Puis les gardes présidentiels auraient, par inadvertance, brisé le cou à l'ancien président de la Cour suprême. En d'autres termes, dans cette version, Boca serait mort hors des cachots à la suite d'une bavure et son corps aurait été transféré secondairement. La dernière version, elle, sort tout droit des cachots d'Assabou et certainement un peu aussi de l'imagination des résidents. Selon la version livrée aux prisonniers d'Assabou par les gardes présidentiels, Houphouët-Boigny arrête Boca le 2 avril dans la perspective de le présenter comme le chef des complots à la réunion du 9 avril des chefs d'État RDA de la sous-région qu'il a convoqué à Bouaké et le fait transférer le 4 avril à l'hôtel de la plantation. Le 5 avril,
Le président aurait convié à un déjeuner Boka, qui n'est pas encore formellement prisonnier. Un autre convive aurait été du repas, l'ambassadeur Henri Conan Bédier. Au cours du déjeuner, Houphouët-Boigny se serait mis à fustiger les comploteurs et surtout les universitaires, et l'ambassadeur aurait renchéri. Boka aurait alors réagi vis-à-vis de ce dernier à peu près en ces termes. « Henri, comment peux-tu parler de cette façon ? Tu connais fort bien les universitaires qui ont été arrêtés. Ce sont des camarades, voire des amis à toi. Tu sais très bien qu'ils n'ont monté aucun complot. » Le président, irrité par ces propos, se serait écrié. « Boka, tu ne crois pas alors au complot ?» Réponse de l'interrogé. « Non, je ne crois pas au complot, président. Pas plus que votre épouse d'ailleurs. » Houphouët-Boigny, hors de lui, aurait alors giflé Boka, qui aurait réagi en faisant une prise de judo à son agresseur, l'aurait terrassé et se serait mis à lui administrer une correction. Henri Conan Bédier aurait alors donné l'alerte en criant « Il veut tuer Nanan !» Les gardes présidentiels et Samba Ambroise Koné auraient fondu sur Boka, le frappant à coups de crosse, de pied, de matraque, etc. Le supplicié aurait été conduit à Assabou, au cachot. Là, il aurait encore été frappé dans la nuit, pour le punir d'avoir voulu tuer Nana. Du cinéma. Boka qui tabasse le président sous le regard apeuré de Bédier, invraisemblable. Mais revenons aux faits. Notamment ce curieux enterrement 3 jours après l'annonce du décès. La famille récupère le corps, déjà mis en bière, scellé. Les brigadiers détachés affirment avoir reçu des ordres clairs. Enterrer Ernest Boka dans la nuit sans ouvrir le cercueil. Mais la chefferie Abeille et la famille font bloc. Boka ne peut pas être enterré sans rite mortuaire. Les gendarmes cèdent. À l'ouverture du cercueil, la stupeur parcourt l'Assemblée, comme en témoignent les extraits d'un document daté du 17 mai 1964. Ils ont sorti Boka, qui présentait des écoulements sanglants des narines, de la bouche, des oreilles, le nez très enflé et, chose curieuse, pour un soi-disant suicidé par pendaison, la langue ne sortait pas de la bouche. Boka avait également un enfoncement des os du crâne vers la nuque, le dos complètement écorché, la clavicule gauche cassée, des fractures aux membres supérieurs gauche, les dents cassées, les côtes fracturées. Son sexe était édématié des suites de violence. Il présentait aussi des fractures aux membres inférieurs. Seuls les pieds paraissaient solides, alors que les autres membres paraissaient de caoutchouc. On a d'ailleurs trouvé son corps nu dans le cercueil, avec un simple tricot de peau et un drap de lit. D'où la famille a procédé à la toilette du corps. Ils ont bien voulu l'exposer, mais le sang coulait encore. On l'a donc remis dans le cercueil et on l'a laissé dans sa maison natale jusqu'au 9 avril à 16h. Puis, on l'a enterré, entouré d'un peloton de miliciens, d'inspecteurs et de gendarmes qui ont empêché les gens d'assister à l'enterrement, disant qu'ils avaient reçu cet ordre du président de la République, M. Félix Houphouët-Boigny, et que seul son père pouvait l'enterrer. Malgré ça, les gens qui étaient au village se sont rendus quand même à l'enterrement. La famille a une certitude. Le corps en face d'eux n'est pas celui d'un suicidé. Le 9 mai 1971, près de 8 ans après les complots qui ont secoué le milieu politique, Félix Houphouët-Boigny convie à Yamoussoukro, dans son domaine privé, toutes les figures qu'il avait jadis fait arrêter, juger ou exiler. Autour de la table, les anciens détenus d'Assabou se regardent tous, se remémorent les fourches codines par lesquelles ils avaient dû passer. Au milieu du cercle, un siège reste désespérément vide. Celui qu'aurait dû occuper Ernest Boka. Aucun procès verbal ne sortira de cette cérémonie tenue à huis clos. On ne sait ce que Houphouët prononce devant ses hôtes, une phrase qui fera date dans les esprits des anciens dignitaires. Il n'y a pas eu de complot ni de tentative de coup d'État dans les années 1963 à 64, mais seulement une machination nourrie par l'ambition d'un policier. Les anciens prisonniers quittent Yamoussoukro avec la promesse orale de retrouver leurs biens, leurs droits civiques et pour certains leur statut.
Moins de 10 ans plus tard, plusieurs redeviennent députés, ministres, parfois ministres d'État. La grâce présidentielle, sans commission d'enquête ni réparation publique, tente de refermer cette page douloureuse. Pour Ernest Boka, pas un mot, aucune réhabilitation. Une deuxième mort pour un serviteur d'État dont la vie avait été sacrifiée pour rien. Au fil des décennies, la figure de Boka réapparaît lentement. Le président Bédié jette les bases d'une réhabilitation en érigeant un mausolée dans son village natal. Les présidents successifs viennent y déposer des gerbes. Dans les cours d'histoire, son nom reste pourtant associé à l'affaire du complot. Pour certains, il demeure traître. Pour d'autres, martyr du pouvoir. En 1971, Houphouët-Boigny, face au Parlement, prononce ces mots. « Je vous demande pardon. Il n'y a jamais eu de complot. Aucun nom n'est cité, mais l'allusion est transparente. » La famille Boka n'a jamais obtenu d'enquête indépendante, n'a jamais eu accès aux pièces du dossier. Le premier président de la Cour suprême repose désormais sous une dalle sobre, tandis que son histoire demeure un cas d'école. Elle rappelle au cœur des jeunes États africains, la quête de stabilité s'est parfois écrite dans l'ombre de géoles privées